L'histoire commence alors qu'une femme donne naissance à des jumeaux. La vieille femme qui les accouche lui dit qu'elle doit attendre jusqu'à l'aube. Une infirmière dit à la vieille femme qu'elle est folle, mais la vieille femme insiste pour qu'elle attende. C'est très important car ces enfants commanderont les démons. Après la naissance des enfants, leur père ne peut s'empêcher d'être contrarié. Il demande ce qu'ils ont fait et dit que les enfants qui divisent la nuit et le jour sont nés. 16 ans plus tard, l'un des enfants chasse un oiseau. Après avoir attrapé sa proie, il remarque les traces laissées par les dragons. Yuru rentre chez lui, où il est accueilli par son ami Danji. Danji souhaite que Yuru l'ait invité à chasser, et lui rappelle que personne ne sera là pour l'aider s'il lui arrive quelque chose. Yuru lui dit de ne pas s'inquiéter car les gardiens gauche et droit qui veillent sur le village le protégeront. Yuru est très connu dans le village, et il dit bonjour en passant. La mère de Danji crie après Danji pour ne pas avoir aidé, et elle dit qu'il devrait être plus diligent comme son ami Yuru. Yuru se demande comment va sa sœur Asa, et grand-mère Yama a dit qu'elle travaille dur à nouveau. Yuru va voir Asa, qui est étrangement derrière des barreaux, et elle salue son frère Yuru. Elle est ravie d'apprendre qu'il a attrapé un faisan, mais Yuru souhaite avoir attrapé une meilleure proie. Il s'inquiète pour les récoltes car l'année a été sèche, et il veut chasser de plus gros animaux. Si les choses continuent ainsi, ils n'auront pas assez de nourriture pour l'hiver. Asa craint qu'ils doivent partir trouver du travail comme les autres adultes, mais Yuru lui assure que cela n'arrivera pas. C'est pourquoi il travaille dur pour améliorer ses compétences de chasseur. S'il accomplit le devoir de chasser de la viande de valeur, il n'aura pas à descendre travailler. Asa l'espère, car elle ne veut pas qu'ils partent de la même manière que leurs parents. Yuru lui dit de ne pas s'inquiéter, et il promet de rester dans ce village tant qu'elle sera là. Rien ne lui fera jamais changer d'avis, et il la protégera pour toujours. Yuru est appelé et on lui dit qu'une personne nommée Dora est arrivée. Dora a apporté des tonnes de marchandises de la part des gens qui ont quitté le village pour travailler. Les temps sont durs, et une maladie sévit. À cause de cela, Dora dit que juste pour aujourd'hui, il achète des herbes médicinales à un prix élevé. Les villageois adorent tout ce gars, et il conclut des marchés pour acheter des choses. Yuru arrive et dit qu'il ne veut rien de Dora. Dora en sait plus long, cependant, car quand il dit qu'il ne veut rien, Dora sait qu'il cherche quelque chose gratuitement. Dora est un gars sympa, alors il donne un cadeau à Yuru. Après le départ de Dora, Danji dit qu'il aimerait pouvoir quitter le village aussi. Yuru se demande si c'est vraiment une bonne idée, et il demande si le monde extérieur est vraiment si agréable. Danji fait remarquer que les gens qui partent travailler ne reviennent jamais. Cela lui prouve que le monde d'en bas doit être un endroit vraiment agréable. Yuru n'est pas d'accord et dit qu'il pourrait rester dans ce village pour le reste de sa vie. Danji dit qu'il pourrait partir et emmener Asa avec eux. Yuru refuse et dit que Danji serait une mauvaise influence pour sa sœur. Il rappelle à Danji qu'Asa a un travail très important à faire. Danji fait remarquer qu'il n'a même jamais vu Asa auparavant, et Yuru lui rappelle que seules certaines personnes du village sont autorisées à la voir. Les deux plaisantent un moment, mais ils deviennent silencieux lorsqu'ils entendent un bruit étrange. Yuru détermine que cela doit être les dragons, et il pointe le ciel. C'est la traînée parfaite de gaz de dragon, et cela explique tout. Danji fait remarquer que ce n'est pas le bruit habituel qu'ils entendent, et cette fois c'est différent. C'est vraiment fort, et il se demande si cela signifie que c'est à proximité. Danji est terrifié car aucun d'eux n'a vu de dragon auparavant. Juste à ce moment, une main mystérieuse fait quelque chose, et elle expose le village. Le sol tremble, et même Dora peut le sentir depuis l'endroit où il se trouve. Yuru et Danji sont alors choqués lorsqu'ils voient que la chose dans le ciel est beaucoup plus proche. Des choses plus étranges apparaissent au-dessus du village, et tout le monde panique. Ils n'ont jamais vu ces choses auparavant, et ils sont terrifiés. Dans la forêt, un groupe de soldats élimine certains villageois. Dora regarde le ciel, et il finit par être touché par une balle. Certains villageois cherchent des réponses auprès de Yamaha, et elle dit que ce n'est pas bon. La barrière autour du village a été brisée, et ils sont tous en danger. Elle ne sait pas comment c'est arrivé, mais les attaquants sont très probablement là pour Yuru. Ils doivent le cacher quoi qu'il arrive, alors elle dit aux autres de la mener. Yuru arrive à l'entrée du village, et Danji est horrifié de voir que tant de personnes ont perdu la vie. Yuru dit à Danji de rester près de lui, et il se précipite chez eux. Ils croisent des personnes étranges qui disent avoir trouvé leur cible en voyant Yuru. Yuru parvient à les éliminer, et Danji se demande ce qui vient de leur voler dessus. Yuru ne sait pas non plus, mais il peut dire que c'est mortel. Il continue de courir, et Danji fait remarquer que les dragons sont près de la zone extérieure. Ils sont terrifiants, et Yuru se demande si ce sont vraiment des dragons. Danji veut trouver sa mère, et il suppose que Yuru va aller voir Asa. Yuru commence à faire quelque chose, cependant, et il dit à Danji d'aider. Il découvre un passage secret, et Yuru explique que c'est un raccourci. Ils entrent dans le tunnel, et Yuru espère juste que sa sœur va bien. Dans le village, une étrange fille est déposée, et elle dit poliment bonjour à tout le monde. Les villageois sont pris au dépourvu, et ils ne savent pas quoi faire. La mystérieuse fille dit simplement le mot engloutir, et l'un des villageois est coupé en deux. C'est absolument terrifiant, et la fille utilise sa mystérieuse capacité à engloutir sur les autres villageois.
Avec le moindre mouvement de sa main, elle les tranche en morceaux. C'est une vision terrifiante, et une jeune fille reste à pleurer sa mère. La mystérieuse fille dit qu'elle ne fait pas de mal aux enfants, et elle prend un moment pour éliminer un autre villageois. Le nom de la fille est Gabi, et elle signale que les zones extérieures et intermédiaires sont sécurisées. Elle a fait son travail, donc ils peuvent maintenant envoyer les forces au sol. Gabi est surprise, cependant, quand les forces au sol ne répondent pas. Dans la forêt, on voit que c'est parce que Dora a anéanti les soldats qui ont essayé de l'attaquer. Dora se demande avec désinvolture ce qu'il va faire de la situation, et il sort un téléphone portable. La barrière a été brisée, alors il appelle quelqu'un nommé Anna. Il explique ce qui se passe, et il lui dit qu'ils devront changer le point de rendez-vous. Dora en sait plus qu'il n'y paraît lorsqu'il dit qu'il pense qu'Asa est là. Ailleurs, une femme traîne Yamaha jusqu'à l'endroit où se trouve Asa. Elle voit Asa dans une cage, et elle réalise ce qui se passait. Elle trouve cela dégoûtant, et elle lève son bras vers Asa. Asa est horrifiée, et la femme utilise son pouvoir mystérieux. Elle brise toute la cellule, et elle met fin à la vie d'Asa. Yuru arrive au pire moment, et il est horrifié de voir ce qui est arrivé à sa sœur. Il appelle Asa, mais c'est la femme qui répond. Elle dit bonjour à son frère et déclare qu'elle est venue le chercher. Ce n'est pas tout, car elle révèle qu'elle est également là pour éliminer tous les autres. Yuru ne peut pas comprendre ce qu'elle dit, et il dit qu'elle n'est pas sa sœur. Il tente de venger sa vraie sœur, et la fille le contre. À l'extérieur, Dora détermine que les attaquants se déguisent en hélicoptère de secours en montagne. Dora passe à l'action et affronte plusieurs soldats. Il dit qu'il doit faire attention car il ne peut pas les laisser le suivre d'en haut pendant qu'il s'échappe. Il croise Gabi et la complimente pour ses dents terrifiantes. Gabi est impressionné car il est capable de les voir d'une manière ou d'une autre. L'étrange créature attaque Dora, mais il s'avère difficile à vaincre. Gabi se demande s'il est celui qui a éliminé les troupes au sol, mais Dora n'est pas d'humeur à répondre aux questions. Il utilise un mouvement habile pour lancer une grenade, et il prend Gabi au dépourvu. De retour avec Yuru, la femme s'excuse car elle voulait seulement briser sa flèche. Juste à ce moment, le cadeau que Yuru a apporté tombe de sa poche. Il roule vers Asa, et quelque chose d'étrange arrive à son sang. Il prend la forme d'une personne, et il attrape la femme. Yamaha profite de cette occasion pour dire à Dora de prendre Yuru et de courir. Dora sort de nulle part, et il fait exactement cela. Yamaha sait qu'elle ne tiendra pas longtemps, alors elle dit à Dora de se cacher dans le monde d'en bas. Elle dit qu'il ne doit pas les laisser trouver Yuru, et Dora dit qu'il ne le fera pas d'Angie et de sa mère, et il voit Yuru être emmené. Lorsqu'ils sortent du tunnel, Dora explique qu'ils vont descendre la montagne. Il est surpris de voir que Yuru a vraiment du mal à comprendre ce qui se passe. Dora essaie de le sortir de cet état, mais il est trop tard. Ils ont été trouvés, et ils ont manqué leur chance de s'enfuir. Des tireurs d'élite leur tirent dessus, et si le monstre les trouve, ils seront en très gros problème. Yuru, cependant, n'arrive toujours pas à accepter le fait qu'Asa a disparu. Il lutte tellement contre cela qu'il essaie de se convaincre qu'il l'a vu bouger un peu avant qu'il ne parte. Yuru se sent terrible car il a aussi laissé grand-mère derrière lui. Il se demande qui était cette femme car elle a dit qu'elle mettrait fin à la vie de tout le monde même s'il n'avait rien fait. Dora n'a pas le temps d'expliquer, alors il montre à Yuru un pendentif des créatures gauche et droite qui gardent le village. Il dit à Yuru d'utiliser la gauche et la droite, mais Yuru n'a aucune idée de ce qu'il veut dire. Dora explique qu'il y a un espace entre les statues gauche et droite, et il veut que Yuru place le pendentif là. Yuru ne comprend toujours pas, alors Dora lui dit de considérer cela comme un cadeau. Notre héros se précipite pour le faire, mais il voit que le trou est obstrué par des détritus. Il essaie de dégager le trou, mais il est trouvé par les tireurs d'élite. Ils ont pour ordre d'attraper Yuru tandis que tous les autres doivent être éliminés. Alors qu'ils lui tirent dessus, Yuru parvient à mettre le pendentif en place. Juste à ce moment, Dora frappe le visage de Yuru contre le sol, lui faisant saigner abondamment. Yuru est furieux, mais on voit que son sang a atterri sur le pendentif. Avant que les tireurs d'élite ne puissent tirer le coup suivant, les statues gauche et droite commencent à briller. Les tireurs d'élite sont aveuglés par une lumière vive, et leur véhicule est attaqué. Yuru est choqué de voir que d'étranges êtres sont apparus, et il repousse l'ennemi. Les créatures sont incroyablement puissantes, et elles abattent les véhicules ennemis. Yuru et Dora s'enfuient, et Gabi est furieuse. Ces hélicoptères étaient son moyen de rentrer chez elle, et descendre la montagne à pied va être un vrai problème. Gabi pense alors à comment quelque chose semble être apparu. Elle se demande à qui sont ces démons, et elle espère qu'ils sont faibles. À proximité, Yuru et Dora se remettent du crash. Une voix rauque appelle gauche et lui dit que leur nouveau maître semble être un enfant. C'est un soulagement pour lui car cela signifie qu'il sera facile à contrôler. Droite n'est pas d'accord et dit à gauche que son âge n'a pas d'importance. Quoi qu'il arrive, ils doivent obéir à leur maître. Yuru n'a aucune idée de qui sont ces personnes, mais Dora comprend complètement, et il commence à énumérer les noms par lesquels on les appelle, fantômes, esprits, monstres, aberrations et pères. Il n'y a pas un seul nom pour eux puisque tout le monde les appelle différemment. Yuru est complètement sans mots alors que Dora révèle que ce sont les démons de Yuru.
Un regard dans le passé montre le moment où le père de Yuru lui a montré le passage secret. Selon lui, le seigneur de ces terres avait fait construire le passage à l'époque où le village était un château. Très peu de gens sont au courant, alors le père de Yuru lui a dit de n'en parler à personne. Son dernier message pour Yuru est qu'il se souvienne que la gauche et la droite veillent toujours sur lui. De retour au présent, il confirme qu'ils ont surveillé Yuru tout ce temps. Raikht n'arrive pas à croire que ce petit bonhomme soit leur nouveau maître, et Left doit lui dire d'arrêter de se moquer de lui. Dora les accueille, et ils savent déjà que Dora est le vassal démon. Ils l'ont aussi surveillé, et ils disent qu'ils ont abattu les oiseaux géants pour eux. Ils n'ont jamais vu des oiseaux pareils auparavant, alors Dora doit expliquer que ce sont des véhicules du monde moderne. Malheureusement, il n'y a pas de temps pour discuter car il y a plus d'une menace. Dora dit qu'il a besoin de leur aide pour descendre de la montagne, mais les démons lui font remarquer qu'il n'est pas leur maître. Leur maître est Yuru, et ils n'obéissent qu'à ses ordres. Dora le sait, mais il dit qu'il n'a pas le temps d'expliquer tout à Yuru. Juste à ce moment, leur temps est complètement écoulé car Gabi les trouve. Elle se demande à qui appartiennent les démons, et elle suppose qu'ils appartiennent à Dora. Yuru se demande ce qu'est ce monstre avec beaucoup de dents, mais cela ne fait que contrarier Gabi. Elle lui dit de ne pas sous-estimer la robustesse de son démon et de ne pas l'appeler un monstre. Gabi réalise que ce jeune homme doit être Yuru, ce qui signifie qu'il est le frère d'Aza. Entendre le nom d'Aza rend Yuru furieux alors qu'il repense à toutes les horreurs infligées à son village. Gabi veut que Yuru vienne avec elle, mais il est très en colère maintenant. Il exige de savoir si elle a participé à l'attaque, et elle confirme que oui. Raikht dit à Yuru de simplement leur donner le mot, et ils feront tout ce qu'il ordonnera. Yuru n'a jamais été aussi en colère, et il dit qu'il ne leur ordonnera rien. Ce sont les divinités protectrices du village, donc il n'oserait pas leur donner d'ordre. Cependant, il dit qu'il a 2 requêtes. Premièrement, il leur dit de trouver des survivants et de les emmener dans un endroit sûr. Il dit que Gabi est sa cible, donc sa deuxième requête est que personne d'autre ne la touche. À part ça, Yuru déclare qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Raikht ne pourrait pas être plus heureux d'entendre cela parce que leur nouveau maître est non-interventionniste. De retour au village, la femme jette Yamaha de côté. Elle dit qu'ils ne lui pardonneront jamais, et qu'elle paiera pour ce qu'elle a fait. En sortant, elle croise Danji, et il protège sa mère. De retour avec notre héros, Raikht dit qu'il comprend sa mission. Il ne peut pas toucher à Gabi, alors il se contente de passer à côté d'elle. Il dit qu'il va chercher les survivants, mais il prévient Gabi que son autre moitié est très impulsive. Il s'avère qu'il a raison alors que Left envoie le démon de Gabi valser à travers le champ. Elle dit qu'elle suit simplement les ordres en ne touchant pas à Gabi et en faisant ce qu'elle veut. Yuru est le suivant à se battre alors qu'il frappe Gabi avec l'une de ses flèches. Il en prépare une autre, mais Gabi fait emmener son démon en sécurité. Yuru la poursuit, et Dora la suit après avoir d'abord récupéré le pendentif. De retour au village, Raikht traverse le massacre et essaie de demander aux gens s'ils vont bien. Il voit qu'une fille est encore vivante, mais elle ne peut pas le voir. Raikht se rend visible et dit à la fille de ne pas s'inquiéter car il n'est pas un monstre. Il dit qu'il l'emmènera quelque part en sécurité, mais la fille s'évanouit de peur. Raikht l'emmène quelque part, et nous voyons qu'il a trouvé d'autres survivants. Il dit qu'il a été offensé parce qu'ils se sont tous évanouis après l'avoir vu. Raikht a remarqué que les agresseurs n'ont fait preuve d'aucune pitié envers les adultes, mais ils n'ont pas blessé les enfants. Juste alors, un autre survivant apparaît, mais il s'avère que c'est la femme. Elle l'attaque immédiatement, mais Raikht n'est pas quelqu'un avec qui on plaisante. D'un seul rugissement, Raikht libère une attaque incroyablement puissante. La fille parvient tout juste à la bloquer, et il lui dit qu'elle a un pouvoir assez dangereux. Il dit qu'il lui donnera un combat si c'est ce qu'elle veut, mais il est occupé à exécuter les ordres de son maître pour le moment. Elle s'enfuit simplement, et Raikht remarque quelque chose à propos de son odeur. À proximité, nous voyons que Gabi a été contrainte de se cacher derrière une porte qu'elle a fermée. Elle est absolument terrifiée alors que Left essaie avec colère d'entrer par effraction. Left est un monstre absolu alors qu'elle utilise toute sa force pour ouvrir de force la bouche du monstre. Gabi fait de son mieux pour la maintenir fermée, mais ça ne sert à rien. Left est trop puissante, et elle la force à s'ouvrir. Yuru profite de ce moment pour toucher Gabi avec une autre flèche, mais l'autre fille arrive enfin. Elle utilise son pouvoir et ferme définitivement la porte. Gabi l'appelle Aza, mais ils sont surpris quand Yuru les rejoint. Il exige de savoir qui elle est, alors elle répète qu'elle est sa sœur, Aza. Yuru refuse de la croire, et il fait remarquer qu'elle est trop grande pour être sa sœur. Aza explique que le monde d'en bas a un meilleur accès à la nutrition, et c'est pourquoi elle est plus grande. Yuru fait ensuite remarquer que sa sœur ne regarde pas comme elle le fait, alors Aza explique qu'elle a beaucoup traversé. Raikht rejoint le groupe et dit que le sang de la fille aux cheveux noirs sent exactement comme celui de Yuru. Son nez n'a jamais tort, et il est sûr qu'ils sont frères et sœurs. Yuru a du mal à l'accepter, alors il se demande qui est cette fille qu'il croyait être sa sœur. Aza explique simplement que c'est une imposture. Il y a 10 ans, leurs parents ont pris la vraie Aza et ont fui le village. Yamaha et les autres craignaient que Yuru veuille aussi partir. C'est pourquoi ils ont créé une imposture pour le retenir ici pour toujours.
Yuru est un grand frère gentil et attentionné, alors il savait qu'il ne partirait pas tant qu'Asa serait encore au village. Elle dit que l'Asa qu'il connaît est une fausse, et Yuru est choqué. Dora intervient et demande à Asa de reculer. Yuru est furieux parce qu'il veut régler leur combat. Dora doit lui rappeler que les agresseurs le recherchent. Ils ne savent pas de quoi cet Asa est capable, et le village pourrait subir plus de dégâts s'il continue à se battre. Il y a encore des survivants, alors Yuru accepte de reculer. En retour, il veut qu'ils promettent de ne plus faire de mal aux autres villageois. Il ne les attaquera plus tant qu'ils se retireront. Asa accepte ces conditions, alors ils se séparent. Gabi dit qu'il devrait les poursuivre, mais Asa fait remarquer qu'elle est vraiment blessée. Leur principale préoccupation était Yuru, et il semble être en sécurité maintenant. Asa peut enfin se détendre un peu, et elle se met à pleurer. Son visage est couvert de larmes alors qu'elle a enfin pu confirmer que son frère est toujours vivant. La barrière autour du village revient, alors Gabi dit qu'elle devrait descendre de la montagne. Yamaha est celui qui restaure la barrière, et nous voyons que l'autre Asa est là. Quelque part au pied de la montagne, des gens modernes se demandent pourquoi il y avait des hélicoptères dans les parages. Beaucoup de gens disparaissent par ici, alors ils se demandent s'il y avait une sorte de recherche. Ils plaisantent parce qu'il y a une histoire effrayante sur un village perdu, il y a un village là où il ne devrait pas y en avoir, et des randonneurs errent parfois dans un autre monde. Juste à ce moment, ils sentent une forte rafale de vent, et nous voyons que ce sont nos héros. Ils descendent de la montagne et remarquent qu'ils ne voient plus le village. Cela signifie que la barrière a dû se rétablir, alors Yuru se demande s'il ne pourra jamais y retourner. Dora explique qu'il le peut s'il le veut vraiment, mais cela pourrait être dangereux, quelqu'un qui savait où le trouver a brisé la barrière assez facilement. Ils en voulaient à Yuru, donc ça ne sert à rien de le cacher là-bas. Cela ne sert à rien de retourner du tout, donc ils devront se fondre dans la foule du monde d'en bas. Finalement, ils rencontrent une fille nommée Anna, qui les attendait. Elle est contrariée parce qu'elle savait qu'il ramènerait un humain, mais il n'a rien dit sur les démons. Les démons sont surpris parce que cette fille est capable de les voir. Dora dit qu'il n'y a pas de temps pour expliquer parce que Yuru est en danger. Il essaie de présenter les démons, mais ils sont trop occupés à essayer de comprendre ce qu'est la voiture. Anna se présente à Yuru et explique qu'elle travaille avec Dora en tant que vassal démon. Dora demande aux démons s'il y a d'autres porteurs de démons dans les parages, et ils disent que non. C'est une bonne nouvelle, alors il est temps d'aller quelque part de fréquenter. Yuru hésite parce qu'il ne veut pas entrer dans leur étrange machine. Dora doit expliquer ce qu'est une voiture, mais c'est un peu difficile à faire. Anna ne veut pas attendre, alors elle propose une meilleure explication. Elle dit qu'il y a des chevaux à l'intérieur, et que cette chose va très vite. Cela leur suffit, et Dora n'arrive pas à croire que ce soit si facile. Quant à Asa et Gabi, nous voyons qu'elles attendent leurs moyens de transport. Elles déterminent qu'elles sont en dehors de la barrière car elles captent un signal sur leur téléphone. Un garçon nommé Jin arrive, et elle le remercie d'être venu les chercher. Jin a entendu dire que de nouveaux démons sont apparus, alors il regrette de ne pas être venu plus tôt. Ils vont devoir mettre Gabi sur une civière, alors il se demande à quel point ses blessures sont graves. Elle explique qu'elle a encore une pointe de flèche dans l'épaule, et que la flèche dans sa jambe l'a traversée. Ce sont des blessures assez graves, alors Jin aimerait qu'elle ne prenne pas ça à la légère. Asa explique que Yuru n'est pas avec elle, mais elle confirme qu'il est vivant et en bonne santé. Jin n'a vu aucun signe de lui sur le chemin, alors il se demande s'ils sont encore sur la montagne. Gabi explique que Yuru s'est enfui avec un gars nommé Dora, et Jin semble connaître ce nom. Un soldat est également choqué d'entendre ce nom, et Jin l'appelle le vassal Tadra. Jin réalise seulement maintenant qu'ils ont fait une énorme erreur en choisissant d'attaquer un jour où Dora était présent. Cette situation est plus dangereuse qu'il ne le pensait initialement, alors il dit qu'il aurait dû apporter son arme finalement. De retour avec notre héros, Dora explique tout ce qui s'est passé et dit qu'il pense que les Kagamori sont derrière l'attaque. Ils connaissent maintenant son nom et son visage, alors il va devoir faire quelques changements. Juste alors, Left dit qu'ils sentent des démons approcher. Anna craint qu'ils soient poursuivis, mais ce n'est pas le cas. Les démons leur disent de ne pas s'inquiéter car il s'agit en fait d'une vieille amie à eux. La fille salue Left et Right, et elle détermine qu'ils ont dû trouver un nouveau maître. Ils expliquent qu'ils ne sont pas descendus de la montagne depuis très longtemps, donc ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Cela fait environ 400 ans, et tant de choses ont changé. Ils présentent Yuru et révèlent qu'il est l'un des jumeaux qui divisent le jour et la nuit. C'est important, alors la fille dit que leur situation ne sera pas facile. La fille est impatiente d'entendre comment se déroule leur voyage, alors elle lui dit de le lui raconter à leur retour. Dora perd la raison car c'est la première fois qu'il la voit. Yuru se demande ce que c'était que cette chose, alors les autres le réprimandent pour son manque de respect. Ils expliquent que c'était Oshirazama. C'est une véritable divinité d'un tout autre niveau que le démon moyen. Dora n'aurait jamais imaginé la rencontrer, et Anna est juste contente d'avoir été là pour le voir. Il s'avère qu'il existe toutes sortes de démons. Anna explique que les humains aiment simplement les classer en catégories, certains sont des dieux, d'autres sont juste des esprits, certains vivent une vie tranquille aux côtés des humains comme Oshirazama, d'autres portent chance à leur maître,
et certains encouragent les activités criminelles. Quant à celui qui les a attaqués, Dora suppose que c'était un type de combat, c'était en fait deux démons car la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure forment une paire. Dora dit qu'il a entendu parler de démons dévorant leurs propres maîtres s'ils ne les aiment pas. De retour avec les autres, Asa s'excuse d'avoir laissé partir Yuru. Elles vont avoir des ennuis, mais Asa dit qu'elle assumera la réprimande avec Gabi. Jin leur dit à toutes les deux de ne pas s'inquiéter car leur patron sera heureux d'apprendre que Yuru est vivant et descendu de la montagne. Gabi est juste contente que ce soit fini car elles auraient pu lui ôter la vie s'il n'était pas apparu. Jin se demande si les démons étaient vraiment si puissants, et Gabi confirme. Cependant, celui qui lui a fait le plus de dégâts, c'est Yuru. D'abord, il a neutralisé sa mobilité. Ensuite, il a mis hors d'usage sa main dominante. Il a l'esprit d'un chasseur, et Gabi dit qu'il est brutal. Plus haut dans la montagne, deux soldats essaient de rejoindre les autres. Ils sont tombés sur un tas de rochers 5 fois maintenant, et ils réalisent qu'ils sont coincés ici. De retour avec Yuru, il voit une grande ville pour la première fois de sa vie. De retour avec Yuru, il voit pour la première fois de sa vie une grande ville. Il s'arrête dans un magasin, alors Anna achète de la nourriture et des vêtements neufs pour Yuru. Elle dit à Yuru qu'il se fera remarquer s'il est habillé comme ça, donc il doit changer. Yuru se demande si on lui a donné une tunique, alors Anna explique que ce sont juste des pantalons ordinaires. Dora lui donne également une paire de sandales, c'est ce qu'il porte ici en bas. On tend à Yuru quelque chose à manger, et il est choqué de voir que les boulettes de riz sont faites avec du riz blanc à 100%. Elles sont de très haute qualité, et l'une d'elles a même des algues. Dans son village, cela serait considéré comme des luxes, alors il n'arrive pas à croire qu'il mange ça aussi simplement. Anna doit les ouvrir pour lui, et il prend sa première bouchée. C'est absolument incroyable, et il se demande si c'est la nourriture des dieux. La nourriture est si bonne qu'elle fait penser Yuru à Asa, et il souhaite qu'elle puisse en manger aussi. Raig demande à Dora ce qu'est cet endroit, et il explique que c'est ce qu'on appelle une aire de repos. C'est comme une station relais moderne où l'on peut trouver des magasins d'alimentation et des toilettes. Il dit qu'on peut même y acheter des souvenirs. Left et Raig trouvent cela très intéressant, et Dora propose de les emmener à l'intérieur. Raig refuse cependant, parce qu'ils veulent rester avec Yuru. Left dit que lui et Anna devraient aller manger pendant qu'ils gardent un œil sur leur maître. Avant qu'ils ne partent, Anna leur dit de ne pas toucher au siège du conducteur. Raig se demande s'ils doivent nourrir les chevaux à l'intérieur de la voiture, et Anna dit qu'ils les nourriront d'huile plus tard. À l'intérieur, Dora et Anna réfléchissent à leur prochaine action. Anna veut savoir ce que Dora a dit à Yuru, et il explique que Yuru a perdu la raison quand il a découvert que cette fille n'était pas sa sœur. Dora pense qu'il vaut mieux ne pas en dire plus parce qu'il n'est encore qu'un enfant. Il décide qu'il est temps de déterminer quoi faire ensuite. Puisque l'ennemi connaît son visage et son nom, Dora ne peut pas retourner à son ancien endroit. Anna dit qu'il est essentiellement sans domicile, et qu'en plus il doit maintenant s'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre. Dora déclare que c'est aussi le problème d'Anna parce qu'elle est aussi une vassale démoniaque, donc elle va l'aider. Anna dit qu'elle fera ce qu'elle peut, et Dora prend cela pour un accord. Il la choque absolument et dit qu'ils devraient se marier. Anna est dégoûtée, alors elle sort des points américains et dit que ce sont ses alliances. Elle exige de savoir pourquoi elle doit l'épouser, et Dora explique que ce ne serait pas pour de vrai. Tout d'abord, ils doivent se fondre dans la société pour protéger Yuru, et être mariés leur donnerait l'apparence d'une famille. De plus, les rumeurs sur les étrangers se répandent rapidement dans le pays, donc ils doivent aller dans une grande ville. Dora est sûr qu'il ne peut pas le faire seul, mais Anna fait remarquer qu'il pourrait juste être colocataire. Dora explique qu'il est plus facile de louer une maison en tant que famille parce que les gens font plus confiance aux familles. Anna propose une contre-proposition et dit qu'elle pourrait être la grande sœur de Yuru pendant que Dora est leur père célibataire. Dora s'imagine en père dont la femme l'a quitté, et il commence même à entendre les commérages à son sujet. Les gens se demanderont s'il était un trompeur et si c'est pour ça que sa femme l'a quitté. Ou peut-être sera-t-il vu comme un père héroïque élevant ses enfants seul après le décès de sa femme. Finalement, Dora conclut que cela attirerait trop l'attention dans un cas comme dans l'autre. Il dit que la meilleure couverture est que Yuru était son enfant et qu'il s'est remarié avec une femme plus jeune. Dora la remercie pour sa coopération, et il passe en revue les détails. Anna n'a jamais accepté rien de tout cela, et elle le fait parfaitement comprendre. Elle dit qu'elle a déjà décidé qu'elle allait épouser Jason Statham. Dehors, Left et Raig sont toujours émerveillés par la voiture, et ils se demandent où les chevaux sont gardés à l'intérieur d'une si petite boîte. Yuru s'excuse d'avoir serré toute la nourriture contre lui, et il demande s'ils ont faim. Raig dit que leur nouveau maître est vraiment gentil, et Left lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il ne mange pas de nourriture humaine. Yuru veut savoir comment il doit les appeler, et Raig dit qu'il peut les appeler comme il veut. Yuru essaie d'être respectueux en les appelant « Seigneur Raig » et « Dame Left », mais Raig dit que c'est beaucoup trop guindé. Il rappelle à Yuru qu'il est leur maître, donc il n'y a pas besoin d'être si formel. Yuru abandonne les formalités et les appelle simplement Raig et Left. Cela réglé, Yuru va droit au but et leur demande de tout lui dire ce qu'ils savent sur lui et sa sœur. Raig explique qu'ils sont restés à l'entrée du village pendant 400 ans.
Ils n'ont vu que les gens qui allaient et venaient, donc ils ne savent pas grand-chose de ce qui s'est passé à l'intérieur. À un moment donné, ils ont entendu dire que des jumeaux étaient nés, et finalement ils ont commencé à voir Yuru. Son père l'emmenait souvent à la chasse quand il était petit, et Yuru se souvient que ses premiers souvenirs sont de son père lui apprenant à chasser. Left dit qu'ils n'ont presque jamais vu l'autre jumeau, alors il suppose qu'elle est morte d'une maladie juste après sa naissance. Cependant, il y a environ 10 ans, ils ont vu ses parents fuir le village avec une petite fille dont le sang sentait exactement comme celui de Yuru. Yuru rassemble tout et réalise que cette petite fille a grandi et a attaqué le village. Il a toujours pensé que ses parents les avaient laissés tous les deux derrière, mais il s'avère qu'ils n'ont laissé que lui. Yuru se tait, frappé durement par cette réalisation. Cependant, il réalise aussi que la fille qui se fait appeler la vraie Asa sait peut-être où sont leurs parents. Juste à ce moment, Dora et Anna reviennent, et Anna annonce qu'ils seront les tuteurs de Yuru à l'avenir. Yuru ne comprend pas, alors Anna lui dit simplement qu'ils seront responsables s'il a des ennuis. Dora lui rappelle qu'ils vont rouler pendant un moment, alors il lui demande s'il a besoin d'aller aux toilettes. Yuru dit qu'il y est déjà allé près de buissons, et Anna est horrifiée. Elle doit aussi lui dire de ne pas s'asseoir sur le toit de la voiture parce qu'il attirera l'attention. Yuru fait remarquer que Raigt et Left sont là-haut, mais Anna explique que les humains normaux ne peuvent pas voir les démons. Raigt dit que les manieurs de démons comme Yuru peuvent les voir, et Left ajoute que les démons peuvent aussi se rendre visibles à certains humains. De plus, pour une raison ou une autre, certaines personnes ont naturellement la capacité de les voir. Yuru demande alors à propos du clan Kagamore qui les a attaqués et s'ils sont des manieurs de démons. Dora confirme qu'ils en ont quelques-uns, et Yuru veut en savoir plus sur eux. Dora explique que c'est un clan branche qui a quitté le village de Hagashi à cause de différentes opinions. Après leur départ, ils se sont établis dans le monde d'en bas. Il y a un réseau de personnes qui ont quitté le village pour le monde d'en bas, et elles partagent des informations. Ils ont entendu des rumeurs depuis un moment que l'un des jumeaux était avec les Kagamore, et cela s'est avéré vrai. Ailleurs, nous voyons qu'une femme fuit quelque chose avec frénésie. Elle essaie désespérément de fermer la porte de l'ascenseur. Mais il est trop tard. Un homme à l'allure étrange l'ouvre et entre à l'intérieur. Il dit à la fille qu'il doit se rapprocher pour mettre fin à sa vie, et elle essaie de le tenir à distance. Elle tremble de peur en lui disant de rester loin, et elle l'avertit de ne pas entrer sur son territoire. Malheureusement pour lui, il s'approche trop près, et la fille se transforme en quelque chose de terrifiant. Le nom de la fille est Tao, et Jin l'appelle pour lui expliquer qu'il vient de s'occuper de son harceleur. Il s'avère que Jin a utilisé son pouvoir pour créer un clone et a trompé le harceleur. Ao n'a plus rien à craindre maintenant parce que Jin a fait promettre au harceleur de ne plus jamais s'approcher d'elle. Il dit qu'elle peut retourner au travail, et nous voyons que Jin a en fait mis fin à la vie du harceleur. Au rez-de-chaussée du bâtiment, une pauvre fille essaie d'entrer dans l'ascenseur. Elle est figée de terreur quand le démon de Jin sort. Jin réalise que cette fille est capable de voir les démons, alors il lui dit doucement de n'en parler à personne. De retour dans la voiture, Dora explique que lui et Anna n'ont pas eux-mêmes reçu beaucoup d'informations. Leurs familles sont ici en bas depuis des générations, et ils ont simplement hérité de ce travail. Les seules instructions de grand-mère Yama étaient de s'assurer qu'aucun étranger ne trouve l'emplacement du village et que les jumeaux ne tombent pas entre de mauvaises mains. Quant à Dora, il se procure des biens et transmet des informations pendant qu'Anna s'occupe de divers travaux d'en bas. Anna elle-même n'est jamais allée au village. Dora dit qu'en tant que Tedara, il doit respecter les règles du clan, et il révèle que son vrai nom est Tedara Ryu. Yuru fait remarquer que grand-mère semblait vraiment contrariée qu'ils essaient de l'emmener, alors il se demande ce qu'il est exactement, lui et sa sœur. Raigt explique que lorsqu'un garçon et une fille jumeaux naissent dans un village à l'est, un jour où la nuit et le jour sont égaux, le monde sera déchiré. La dernière fois que cela s'est produit, c'était il y a 400 ans, et cela a conduit à une guerre majeure qui a divisé la nation en deux. Les manieurs de démons étaient impliqués en coulisses dans ces conflits. Yuru se demande s'ils sont des enfants maudits qui vont plonger le monde dans le chaos, mais Raigt le corrige. Ce sont en réalité les gens qui veulent utiliser leur pouvoir qui déclenchent les combats. Yuru dit qu'il n'a aucun pouvoir spécial, mais Raigt dit pas encore. Left explique qu'il a la capacité d'acquérir du pouvoir, et Dora dit qu'Asa a probablement déjà acquis le sien. Raigt confirme que ce qu'ils ont vu d'Asa s'appelle « rupture ». C'est le pouvoir de défaire de force n'importe quoi, et cela peut facilement forcer l'ouverture de barrières ou de toute autre chose. Left explique que son pouvoir jumeau s'appelle « So », qui est le pouvoir de fermer de force n'importe quoi. Anna se demande ce qui se passerait si Rupture et So entraient en collision, et Dora dit que ce serait un paradoxe. Autant que Left et Raigt le sachent, personne n'a jamais acquis les deux pouvoirs à la fois, donc personne ne sait ce qui pourrait réellement arriver. Anna se demande si les rumeurs sur ces jumeaux semant le chaos ont simplement pris leur propre vie, et si les villageois sont manipulés par cette idée. Yuru réfléchit à tout, et il se souvient qu'il y avait une barrière autour du village. Yuru a alors demandé à Dora comment il pouvait aller et venir du village étant donné qu'il y avait une barrière autour. Dora explique que son clan connaît un itinéraire spécifique pour passer. Cela implique un ensemble très particulier de mouvements et de directions,
et c'est vraiment pénible à suivre. Les instructions incluent de contourner des rochers plusieurs fois et de faire des virages à 90 degrés à certains endroits. Il révèle ensuite que la mère de Yuru vient en fait du monde d'en bas. Elle est tombée par hasard sur l'itinéraire menant au village alors qu'elle était perdue. Il n'est pas rare que des gens se retrouvent sur cet itinéraire en essayant de redescendre de la montagne. Cela donne à Yuru un flashback de sa mère lui disant que dans l'endroit où elle est née, son nom signifie « nuit ». Elle avait toujours espéré pouvoir l'emmener, ainsi que son père et Asa, là-bas un jour. Un peu plus tard, nous voyons que Yuru s'habitue à la vie dans le monde moderne. Il a appris les règles d'utilisation des toilettes, comme tirer la chasse et se laver les mains. Il n'aime pas les sèche-mains qui rugissent comme des dragons, alors il s'essuie les mains sur sa chemise. Yuru est très fier de lui alors qu'il déclare qu'il a maîtrisé ses règles. Alors qu'il marche avec ses démons, il remarque que c'est incroyable qu'il n'ait pas puisé l'eau d'un puits. Raigt est également perplexe car il ne comprend pas comment appuyer sur un bouton fait apparaître la lumière. Left, en revanche, est émerveillé par toutes les lumières de la ville la nuit. Ils sont également stupéfaits par toutes les énormes châteaux de pierre autour, et ils se demandent combien de seigneurs y vivent. Yuru doit expliquer que ce ne sont pas des châteaux, ce sont des maisons, et des dizaines de personnes vivent dans chacune. Il leur dit ensuite que ce n'est même pas la capitale. Selon Dora, à Tokyo, il y a 10 millions d'habitants. Yuru essaie de se rappeler le nom de cet endroit, et il arrive à Gama. Raigt fait remarquer qu'il sera facile de se cacher avec autant de gens autour, et Yuru est d'accord que le meilleur endroit pour cacher un arbre est la forêt. Left dit que quelque part parmi ces gens, Yuru va trouver sa sœur. Yuru le sait, et il pense en lui-même à son plan pour la suite. Il pense que Dora et Anna sont probablement de bonnes personnes, mais il ne peut pas leur faire entièrement confiance parce qu'ils sont liés à la tromperie concernant sa sœur. Il ne peut pas non plus faire entièrement confiance à la femme qui se fait appeler Asa. Quitter le village avec un enfant n'est pas une petite décision, alors Yuru est déterminé à découvrir pourquoi ses parents sont partis. Son plan est de capturer Asa et de la forcer à l'emmener chez ses parents. Il demande à Left et Raigt de l'aider, et ils sont heureux de le faire. Left dit que c'est comme être perdu dans un nouveau monde étrange, et Raigt dit que c'est excitant parce qu'ils n'ont pas pu faire ce genre de choses depuis 400 ans. Raigt est trop excité, alors Left le gronde d'en faire trop alors que leur maître est si sérieux. Raigt demande à Left ce qu'elle pense de la situation, et elle se fait parfaitement comprendre. Elle déclare qu'elle n'aime pas être chassée parce que c'est dans sa nature de faire la chasse. Juste à ce moment, Dora raccroche le téléphone et dit à tout le monde qu'Anna a trouvé un endroit où vivre, donc ils n'ont plus à dormir dans la voiture. Yuru demande à propos de l'appareil que Dora n'arrête pas d'utiliser, et Dora explique que c'est un téléphone. C'est un peu comme envoyer des messages avec des signaux de fumée, mais avec des lettres ou votre voix. Ils acceptent cette explication immédiatement, et Dora n'en revient pas qu'ils acceptent tout aussi facilement. Ils sont enfin arrivés à leur nouvelle maison, et Anna les accueille à l'intérieur. Yuru est émerveillé car de l'extérieur, elle ressemblait à l'un de ces châteaux de pierre géants, mais maintenant il va voir à quoi ressemble l'intérieur. Anna les informe que l'eau et l'électricité sont déjà installées, et que quelqu'un passera plus tard pour allumer le gaz. Elle donne à Dora la chambre de style occidental, et elle demande à Yuru s'il préfère une pièce avec un plancher. Yuru n'en croit pas ses oreilles car, au village, le plancher n'était utilisé que par Asa ou pour des événements très spéciaux. Il se précipite dans sa chambre, et il n'en revient pas de l'épaisseur du plancher. Il se demande s'il a vraiment le droit de dormir sur quelque chose d'aussi luxueux. Anna lui présente ensuite ses deux démons nommés Kotatsu et Jiro. Droite et gauche se présentent poliment comme la divine droite et la divine gauche. Les démons sont sur la même longueur d'onde, et ils échangent des chèques. Yuru n'arrive pas à croire que ces deux-là soient des démons parce qu'ils ressemblent à un chat et un chien ordinaire. Kotatsu et Jiro ne tolèrent pas le manque de respect, alors ils tabassent Yuru. Droite dit à Yuru que ces deux-là ne sont pas comme des animaux ordinaires, et qu'il devrait les saluer correctement. Yuru en a maintenant terriblement peur, et il dit bonjour. Il voit une pancarte sur la porte qui indique Dono, et Anna explique que puisque l'ennemi connaît le nom de famille de Dora, il devrait utiliser le sien à la place. Yuru est surpris d'apprendre qu'ils ont des noms de famille, et il se demande s'ils viennent de grandes familles. Anna explique que ce n'est pas grave et que tout le monde ici en a un. Dora dit qu'elle fait preuve d'humilité parce qu'elle possède en réalité sa propre montagne. Yuru est stupéfait et la traite de propriétaire terrienne, ce qu'il fait vite taire. Elle dit qu'elle vient de l'hériter, que personne ne l'entretient, donc qu'elle est devenue envahie par la végétation. Elle ne peut pas la vendre non plus, alors elle est juste là. Yuru demande immédiatement s'il peut y aller chasser, mais Anna lui dit qu'ils doivent obéir aux règles. Dans le monde d'en bas, vous avez besoin d'un permis pour chasser. Yuru n'a même jamais entendu parler d'un permis auparavant, alors Dora explique que c'est une preuve d'autorisation. Il ajoute que vous en avez même besoin pour conduire les chevaux de métal. Ailleurs, Asa s'entraîne à utiliser son pouvoir, et nous voyons à quel point elle est précise. Cependant, elle exécute un type d'attaque différent, et elle perd toute cette précision. Un homme plus âgé qu'elle appelle maître arrive et s'excuse également d'avoir endommagé sa cour. Elle est tout simplement frustrée parce qu'elle a encore besoin de travailler sa précision.
Le gars dit que ce n'est pas grave tant qu'elle ne tue personne, et qu'elle peut continuer à s'entraîner. Il ordonne à Jin de nettoyer, alors Jin utilise son démon pour le faire. Il se rend ensuite à l'intérieur pour rendre visite à Gabi, qui se repose et se remet de ses blessures. Gabi dit qu'elle va plutôt bien, tout bien considéré. Asa offre une pomme à Gabi, mais elle a oublié d'apporter un couteau. Heureusement, Jin s'en occupe car son démon en crache un. Gabi se méfie de l'endroit où ce couteau a traîné, et Jin lui assure qu'il ne croit pas qu'il ait servi à poignarder quiconque. Le maître ordonne à Gabi de se concentrer sur sa guérison, puis il dit à Asa de rester au manoir avec elle. Asa accepte, mais elle se demande pourquoi il veut qu'elle reste. Il explique que la nouvelle s'est probablement déjà répandue que les deux jumeaux ont quitté la montagne. Cela signifie que beaucoup de gens vont les chercher tous les deux. Il y a même des gens au sein du clan Kagamore lui-même qui la veulent pour eux-mêmes, donc elle sera plus en sécurité en restant ici. C'est pourquoi le maître a décidé que ce serait Jin qui chercherait Yuru. Jin dit que le problème est qu'il n'a jamais vraiment vu à quoi ressemble Yuru. Gabi regrette de ne pas avoir pris de photos, mais il trouve une meilleure idée. Les deux filles essaient de dessiner Yuru, mais leurs dessins sont terribles. Jin détermine que sa meilleure ligne de conduite pour l'instant est de se renseigner sur Dora. Avant qu'il ne parte, Asa court après lui et lui dit que les démons de son frère ont un odorat incroyablement fin. Ils sont assez précis pour identifier les gens uniquement par l'odeur de leur sang. Asa lui donne aussi son dessin des démons, et il est également très mauvais. De retour à l'appartement, Dora sort de la salle de bain, revigorée après s'être rasée. Anna le remarque immédiatement, et Dora explique qu'il devait se débarrasser de sa barbe puisque l'ennemi a vu son visage. Ils ne peuvent prendre aucun risque, et il doit tout faire pour se déguiser. Anna fait remarquer que sa barbe était la seule chose qui lui donnait l'air de Jason Statham, alors maintenant il n'a plus aucune valeur à ses yeux. Dora se plaint qu'il vient de se marier et que sa femme est déjà en train de le harceler émotionnellement. Il se demande où est passé leur fils, et Anna dit qu'il est parti se promener pour explorer les environs. Dora s'inquiète pour lui, mais Anna explique qu'il a ses démons avec lui, donc ça devrait aller. Malheureusement, Dora remarque que sa machette a disparu, et il se demande si Yuru l'a prise. Si la police le trouve en train de se promener avec cette chose, il risque une infraction grave pour arme. Anna perd la raison et crie qu'elle a dit à ce gamin de ne pas chercher les ennuis. Pendant ce temps, Yuru est dehors en train de découvrir la ville, et il est complètement époustouflé. Il dit qu'on dirait que le ciel étoilé descend jusqu'au sol, et que tout est si grand et ouvert. Droite fait remarquer qu'il semble impossible de trouver une seule personne dans un monde aussi vaste. Gauche dit que si quelqu'un les cherche, ils finiront par se croiser. Yuru devient sérieux et commence à poser des questions. Il demande s'ils peuvent vraiment sentir d'autres démons, et il confirme que oui. Il demande ensuite s'ils connaissent le sang de la fausse Asa, et il confirme également. C'est exactement ce que Yuru voulait entendre car il a élaboré un plan. Cela a à voir avec ce que Dora lui a dit plus tôt à propos des Kagamore qui ont plusieurs porteurs de démons. Cela signifie qu'il recherche un endroit avec beaucoup de démons et l'odeur de son sang. Gauche et droite sont très excités car il est temps de chasser Asa. Les deux se transforment, ce qui leur permet de se déplacer à la vitesse de l'éclair. Yuru crie de terreur alors qu'il le transporte dans toute la ville. Ils s'arrêtent finalement parce qu'ils ont senti du sang comme celui de Yuru et une poignée de démons. Ils veulent savoir s'ils peuvent frapper les démons sans poser de questions s'ils se montrent. Gauche se demande si c'est une bonne idée car les démons pourraient être ouverts à la discussion comme Oshirazama l'était. Droite lui dit de faire attention car elle ne devrait pas mesurer tous les démons selon les standards humains. Ils vivent dans des mondes différents, et elle ne devrait pas s'attendre à les comprendre pleinement. Yuru dit qu'il comprend, et il compare cela à avoir affaire à un ours. Il se dirige vers un parking où nous voyons Jin. Reich confirme que qui que soient ces gens, ils sentent les démons et Asa. Comme ils ont remarqué l'ennemi, les démons de l'ennemi les ont probablement remarqués aussi. Juste à ce moment, Asa arrive, et Yuru a un flashback des choses terribles qu'elle a faites à son village. Il perd le contrôle et se précipite immédiatement pour l'attaquer. Droite essaie de l'avertir que ça sent le sang ancien, mais c'est trop tard. Yuru est tombé dans leur piège, et il est consumé par le démon de Jin. Il s'avère que cet Asa n'était qu'un leurre. Jin révèle qu'il sait tout sur l'odorat des démons de Yuru. Jin n'avait aucune idée de à quoi ressemblait Yuru, mais sa réaction au sang d'Asa confirme que Yuru est son frère jumeau. Jin dit qu'il est ravi de faire sa connaissance, et il se présente avec ses démons. De retour à l'appartement, Anna et Dora paniquent. Ils doivent se précipiter pour trouver Yuru avant qu'il n'arrive quelque chose de mal. Dora fait remarquer que Yuru ne connaît pas les règles d'ici, et qu'il pourrait finir par blesser quelqu'un. Anna s'inquiète davantage que Yuru soit blessé, ce qui surprend Dora puisqu'elle a dit qu'elle n'aimait pas les enfants. Anna nie rapidement que cela lui importe, puis elle réalise le vrai problème. Yuru n'a pas de registre familial, ce qui signifie qu'il n'a pas d'assurance maladie. S'il est blessé, ils devront payer 100% de ses factures médicales de leur poche. Anna montre à Jiro un t-shirt appartenant à Yuru et lui dit qu'il a l'odeur de Yuru. Elle veut que Jiro le retrouve, alors Jiro le renifle bien. Après avoir senti l'odeur fétide, Jiro part à la recherche de notre héros. Anna se tourne ensuite vers Kotatsu.
Le travail de Kotatsu est un peu différent, il suit Jiro sur un téléphone portable. Dora reste sans voix car il n'arrive pas à croire que ces démons puissent utiliser la technologie moderne. Anna explique qu'ils ont été transmis de génération en génération et qu'ils ont vécu dans ce monde assez longtemps pour s'adapter. Anna regarde le travail de Kotatsu et est choquée de voir que Jiro est allé jusqu'à Tokyo. Dora commence à se demander si Yuru est perdu ou s'il est allé là-bas dans un but précis. De retour avec Jin et Yuru, Jin explique la situation. Il dit que le village d'Higashi veut aussi les deux jumeaux. Cependant, après l'attaque du village et la fuite de Yuru, il a pensé qu'il ne s'en prendrait pas à Asa pour l'instant. Néanmoins, il ne pouvait exclure qu'ils puissent s'attendre à ce que les Kagamore baissent leur garde et tentent de frapper. C'est pourquoi il s'est préparé à cette éventualité et a utilisé un leurre qui sentait le sang ancien pour attirer Yuru. Cela a fonctionné, et Jin le remercie de leur avoir épargné cette peine. Yuru essaie d'attaquer avec colère, mais le démon de Jin l'en empêche. Les hommes de Jin interpellent les démons de Yuru parce qu'ils savent qu'ils se cachent. Gauche ne sent pas le métal sur eux, ce qui signifie qu'ils n'ont pas d'armes. Droite sent d'autres démons, cependant, et il est sûr qu'ils appartiennent aux hommes de Jin. Leurs démons se cachent et attendent de voir ce qu'ils vont faire. Droite et gauche déclarent qu'advienne que pourra, et ils se révèlent. Les hommes de Jin leur disent de ne pas avancer et menacent de faire du mal à Yuru s'ils ne s'arrêtent pas. Les gars ont très peur lorsqu'ils réalisent que les démons de Yuru ne vont pas s'arrêter. Au lieu de cela, Droite se demande lequel d'entre eux il devrait prendre en otage, et Gauche choisit le morose. Yuru s'excuse auprès de ses démons d'avoir perdu son sang-froid, mais ils comprennent. Gauche lui dit de rester où il est car le fait qu'il soit capturé occupe le démon de Jin. Les gars font remarquer qu'habituellement, les démons donnent la priorité à la protection de leur maître, mais Droite dit qu'ils sont différents. Ils continuent d'approcher, et Gauche dit à Droite d'y aller doucement avec eux car ils ne sont pas armés. Cela ne dure pas longtemps, cependant, car Jin fait cracher une tonne d'armes par un petit démon. Il tire sur les démons de Yuru, mais Gauche fait remarquer qu'ils sont pratiquement faits de pierre. Les gars essaient plusieurs types d'armes à feu, mais aucune ne fonctionne. Ils utilisent même un lance-grenade, mais cela ne fait même pas une égratignure. Les pieds de biche et les épées ne fonctionnent pas non plus, et Droite réalise quelque chose. Ces gars ne sont plus désarmés, ce qui signifie qu'ils n'ont plus à se retenir. Droite s'avance pour attaquer, alors les gars révèlent enfin leur démon. L'un est une grosse tortue qui tombe sur Gauche, et l'autre est un lapin. Ce lapin a des mouvements sérieux, et il commence à marteler Droite. Droite dit qu'il a besoin d'aide, mais Gauche a ses propres problèmes. La tortue est incroyablement lourde, et elle fait tout pour ne pas se faire écraser. Yuru regarde autour de lui et réalise ce qu'il doit faire. Il lance la machette de Dora et fait tomber la tortue de Gauche. Gauche brise immédiatement les dents du démon de Jin et libère Yuru. Yuru lance une dent cassée sur l'un des gars, mais il l'arrête. Il est temps de s'échapper, alors Yuru rappelle à Droite les règles pour quitter les toilettes. Droite se souvient qu'ils doivent éteindre les lumières, alors c'est ce qu'il fait. Il utilise un rugissement puissant pour détruire toutes les lumières. Le lapin sent que les démons de Yuru s'éloignent d'eux, et les gars se demandent s'ils se sont échappés. Jin dit qu'ils ne peuvent pas s'échapper car quelqu'un d'autre les attend. Cela faisait partie de son plan depuis le début, et il dit que Yuru va s'enfuir et tomber directement dans son piège. Juste à ce moment, il se souvient de ce qu'Asa lui a dit. Elle a dit que Yuru a l'esprit d'un chasseur. Jin réalise que Yuru ne va pas simplement s'enfuir, mais il le réalise trop tard. Yuru utilise l'obscurité à son avantage et capture Jin. Gauche et Droite sortent de leur cachette pour demander à Yuru s'il a capturé leur cible. Les gars sont stupéfaits et se demandent quel genre de démon abandonne leur maître. Gauche et Droite expliquent que c'est simplement leur façon de faire. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent tant qu'ils font le travail. En plus de cela, Yuru est très compétent dans l'obscurité. Il est le jumeau de la nuit, donc l'obscurité est son terrain de chasse. Bien sûr, si Yuru avait échoué, il l'aurait soutenu. Jin ne réalise que maintenant que Yuru, ayant grandi sur la montagne, a rendu ses sens plus aiguisés que les leurs. Yuru va droit au but et exige de savoir si ce sont eux qui ont attaqué son village. Jin ne perd pas de temps et déclare qu'il est le responsable de l'attaque. La main de Yuru se met à trembler alors qu'il tient la lame contre le cou de Jin, et les hommes de Jin essaient de l'arrêter. Gauche leur dit de se calmer, et Yuru a du mal à se retenir. Il ne met pas fin à la vie de Jin, mais à la place, il a d'autres questions. Yuru fait remarquer que Jin utilisait une petite chose qui faisait de la fumée pour communiquer avec des gens au loin. Jin réalise qu'il parle d'un téléphone portable, alors Yuru a une exigence. Jin doit dire à Asa de venir ici immédiatement car il veut lui parler. Les gars sont surpris car ils s'attendaient à ce que Yuru exige qu'il livre Asa. Jin commence à se demander si le village de Hagashi veut vraiment les deux jumeaux, et Yuru explique que cela ne le regarde pas, il est venu de son propre chef, et cela n'a rien à voir avec le village. Jin l'invite à venir au manoir Kagamore puisqu'Asa veut aussi le voir. Yuru refuse et dit que seul un imbécile entre dans la tanière de l'ours. Il dit à Jin de lui amener Asa et précise que Jin n'a pas vraiment le choix en la matière. L'un des hommes demande si on peut au moins arrêter d'abord le saignement de Jin car il est en mauvais état. Yuru accepte, mais il dit qu'il a fait en sorte de ne pas le tuer.
Jin est surpris d'apprendre que Yuru a blessé Shallow exprès, et Yuru explique qu'il pouvait voir que Jin n'essayait pas non plus de le tuer. Si Jin avait vraiment voulu mettre fin à ses jours, il l'aurait fait avec ce démon. À ce moment-là, Raigt regarde autour de lui tous les démons pour savoir à qui ils appartiennent. Le grand démon vert appartient à Jin, et la tortue dans les cheveux appartient au blond. Left remarque qu'il y a une autre paire de démons qui n'a pas été comptée, et elle demande à Akio s'ils lui appartiennent. Akio confirme qu'ils sont à lui, et explique qu'ils sont là depuis le début. Raigt les a sentis plus tôt, alors elle se demande pourquoi il ne les a pas utilisés dans le combat. Akio explique qu'ils sont tout simplement trop grands pour tenir dans le parking souterrain. Nos héros sont choqués de voir l'œil géant qui attend dehors. Jin explique alors qu'il n'amènera pas Asa à eux. Il offre à Yuru un passage sur vers le manoir Kagamare et précise qu'aucun mal ne lui sera fait. Jin dit qu'il peut lui faire confiance car Yuru sait déjà qu'il ne veut pas mettre fin à ses jours. Yuru évalue la situation et réfléchit à la façon dont les cheveux de la tortue et tout ce qu'Akio possède serait trop difficile à gérer pour Raigt et Left. Leurs options sont limitées, alors il accepte de venir. Sa seule condition est que personne ne manque de respect à Left et Raigt pendant qu'ils sont là. Jin dit que cela va sans dire, et il promet qu'ils seront traités comme des invités. Yuru est prêt à partir, mais Jin dit qu'ils doivent d'abord nettoyer. Cela s'avère assez facile car Jin utilise son monstre. Le blond dit que Scavenger fait toujours des dégâts, et Yuru se demande qui est Scavenger. Jin explique que Scavenger est le concierge de la nature, c'est le grand démon de Jin, et il mange tout. Son petit démon s'appelle Makoto, et il est capable de produire des choses de sa bouche. Jin leur donne régulièrement toutes sortes d'objets utiles afin d'être prêts à tout. Comme ce sont des concierges, il leur donne parfois des choses dont le monde se porterait mieux sans. Raigt se demande alors combien de kilogrammes pèse une tortue. Le blond ne l'a jamais pesée, mais il dit qu'elle peut devenir encore plus lourde. Left dit simplement qu'elle a plus d'entraînement à faire. Quant à Raigt, on voit qu'il est en pleine rivalité acharnée avec les cheveux. Il est vraiment agacé, alors il se demande si Yuru est bon pour chasser les lapins. Yuru explique que les lapins se chassent avec des pièges, et l'aveugle est terrifié. Juste à ce moment, un agent de sécurité arrive, et les gars lui disent que les lumières se sont éteintes pour une raison quelconque. L'agent leur indique où se trouve la sortie, et ils le remercient tous. Pendant ce temps, Asa reçoit un message de Jin, et elle réveille d'urgence Gabi. Elle révèle que Jin est avec Yuru, et qu'il se dirige vers le manoir. Gabi est choquée car Jin a travaillé incroyablement vite. Asa commence à paniquer sur ce qu'elle va porter, et Gabi se demande quand elle est devenue si girly. Sur le chemin du retour, Jin appelle son maître à l'avance. Il lui fait savoir qu'il a réglé les choses avec le jumeau du village de Higashi, et qu'ils sont en route. Le maître se trouve à une source chaude, mais il dit qu'il rentrera directement. Pendant qu'il voyage, Yuru ne peut s'empêcher de regarder toutes les lumières de la ville. Ils arrivent finalement au manoir, et on voit à quel point cet endroit est grand. Raigt pense à comment on leur a dit que le clan Kagamore possédait de nombreux porteurs de démons. Il mentionne cela à Jin et se demande où sont les démons. Jin explique qu'il y en a plusieurs, mais qu'ils n'ont pas encore atteint la section VIP. Il explique qu'ils ont une barrière ici, et qu'elle se trouve juste devant. Ils passent par une autre porte, et ils entrent dans la barrière. Left et Raigt ressentent immédiatement la différence, il y a vraiment des démons partout, et ils sont si nombreux qu'ils ne peuvent même pas dire combien de paires il y a. À l'intérieur, Gabi sent que Yuru est enfin arrivée. Asa se demande si elle veut venir avec elle, mais Gabi dit qu'elle ne veut pas voir la personne qui lui a fait 2 trous dans le corps. Elle se remet encore de ses blessures, et elle peut à peine marcher. Asa va voir Yuru, et Gabi se rendort. Dehors, on voit que Jiro a suivi Yuru jusqu'au manoir. De retour à l'appartement, Dora et Anna voient où se trouve Yuru, il est dans un grand bâtiment, et ils ne peuvent s'empêcher de remarquer la taille du terrain. Le GPS montre que tout ce qui se trouve dans cette zone appartient au clan Kagamore. Dora et Anna sont horrifiés, et ils se demandent si Yuru a été capturé. Il n'y a aucun moyen de le savoir avec certitude, alors Dora dit qu'il est temps d'aller chercher leur fils. Anna veut l'accompagner, mais Dora refuse, ils ne savent pas encore pour elle, et il ne veut pas prendre ce risque. Il prendra également un taxi pour que les Kagamare ne réalisent pas qu'il est lié à Yuru. Yuru arrive à la porte d'entrée, et Yuru et Raigt sont tous deux stupéfaits par la taille de l'entrée. Un homme nommé Azuma apparaît, et Jin se demande ce qu'il fait ici. Azuma explique qu'il est venu divertir leurs invités après avoir appris que l'autre jumeau arrivait. Jin est immédiatement suspicieux car il n'a jamais rien dit à Azuma à ce sujet. Azuma balaie la remarque et dit simplement qu'il a de bonnes oreilles. Il remarque que Jin est blessé, mais Jin dit que ce n'est pas grave. Azuma voit les démons contre lesquels il a combattu et dit qu'ils sont magnifiques. Juste alors, Asa arrive en courant, et elle est complètement submergée quand elle voit Yuru. Elle se demande si elle peut lui faire un câlin, et il dit fermement non. Elle s'excuse car elle ne sait plus à quel point ils sont proches, et Yuru dit qu'il ne sait pas non plus. Il précise très clairement qu'il n'est pas venu ici pour se faire des amis et qu'il a des questions pour elle. Asa dit qu'il peut lui demander n'importe quoi, et elle demande s'ils peuvent se faire un câlin après. Yuru ne lui fait toujours pas confiance, alors il dit qu'il n'y aura pas de câlin.
Il lui dit qu'au lieu d'être obsédée par lui, elle devrait s'inquiéter de la blessure de Jin. Azuma dit qu'il peut faire visiter les lieux à Yuru pendant que Jin se fait soigner ses blessures. Jin lui rappelle que Yuru est son invité et qu'ils n'ont rien à faire avec Azuma. Azuma entend le message haut et fort, alors il dit à Yuru de se sentir comme chez lui. Jin dit alors à Akio de rester à l'extérieur de la barrière et de ne laisser personne entrer. Il ordonne également à Yuru de rester près de lui pour ne pas se perdre. À l'infirmerie, un docteur nommé Sakura suture Jin. Elle apprend comment il a été blessé à la base, et elle n'arrive pas à croire qu'un gamin l'ait coupé avec une machette. C'est une histoire assez folle car les adolescents ne manient généralement pas les machettes. Yuru est surpris par cela car dans le village, chaque jeune garçon a une ou deux machettes. Asa est d'accord avec lui, et Haru les traite de barbares. Jin rend alors à Asa son échantillon de sang que le docteur lui avait donné. Yuru est immédiatement outré car seuls les démons prélèvent le sang des femmes et des enfants vivants. Asa explique que c'était en fait son idée que Jin le prenne. Elle révèle que la technologie moderne lui permet de prélever uniquement la quantité nécessaire sans couper de veine. Yuru se demande si c'est une sorte de magie, mais les autres expliquent que ce n'est pas si grave. Le docteur lui montre l'aiguille utilisée pour le faire, et ils expliquent que cela ne fait même pas mal quand c'est fait par quelqu'un de compétent. Haru n'arrive pas à croire que Yuru soit à l'aise avec la violence, mais que prélever du sang le dérange. Asa mentionne également que les Kagamares la nourrissent très bien, donc donner un peu de sang n'est pas un problème. Yuru fait remarquer qu'elle est devenue énorme et que son Asa à lui est plus petite et plus mignonne qu'elle. Asa explique qu'il deviendra plus grand aussi s'il mange la nourriture qu'ils ont ici. Yuru en a déjà goûté, et il dit que c'est bien trop salé. Asa n'est pas d'accord car elle y est habituée, et tous deux commencent à se disputer. Ils se chamaillent, et Haru voit bien qu'ils sont frères et sœurs. Yuru finit par se reprendre et se souvient de la raison pour laquelle il est venu. Il devient sérieux et aborde sa question la plus importante, il est venu pour savoir où sont leur mère et leur père. Asa est prise au dépourvu et Yuru exige de les voir. Il sait qu'Asa a fui le village avec lui, mais Asa reste silencieuse. Finalement, elle lui dit que leurs parents ne sont pas là. Asa révèle qu'ils ont disparu, et qu'elle n'a aucune idée d'où ils sont. Jin intervient et demande à Asa combien il doit révéler à Yuru. Asa ne veut pas mentir à son frère, et elle veut qu'il sache tout. Jin explique que beaucoup de choses se sont passées après le départ de leurs parents du village. Les Kagamares les ont recueillis, et ils ont fini par s'adapter à leur nouvelle vie. Leur mère vient du monde extérieur, alors ils ont décidé de visiter son ancienne maison. Elle est originaire d'Okinawa, une île loin au sud que l'on ne peut atteindre que par avion ou par bateau. Yuru se souvient que sa mère lui avait dit qu'elle n'était pas de la montagne, et qu'elle voulait l'emmener visiter sa maison. Yuru se demande ce que sont ces avions dont il parle, et Asa explique qu'ils sont comme des dragons, les avions sont utilisés comme véhicules pouvant transporter environ une centaine de passagers. Asa explique ensuite que leur mère avait été présumée disparue dans les montagnes. Quand elle est revenue, elle voulait rendre visite à ses parents chez eux pour leur montrer qu'elle allait bien. Ils ont laissé Asa au clan Kagamore et ont pris un avion pour Okinawa. Quelque part pendant ce vol, leurs parents ont disparu. Ils ont bien embarqué à Tokyo, mais quand l'avion est arrivé à Okinawa, ils n'étaient pas à bord. Encore aujourd'hui, personne ne sait comment ils ont disparu en plein vol. Yuru se demande si quelqu'un a pu les kidnapper, et Asa dit qu'ils ne savent pas. Yuru s'énerve de plus en plus, et il demande si quelqu'un les protégeait. Jin confirme qu'un porteur de démons fiable du clan Kagamore a été assigné à leur protection. Malheureusement, le garde a disparu avec eux. Yuru souligne immédiatement que le garde semble suspect, et Asa est d'accord, il pourrait s'agir d'un ennemi se faisant passer pour un allié ou même d'un agent du village de Higashi ayant infiltré le clan Kagamore. Jin s'excuse et prend la responsabilité de cet échec. Yuru est furieux, et il n'arrive pas à croire qu'Asa fasse encore confiance à ces gens après qu'ils aient laissé leurs parents disparaître. Asa explique qu'après leur départ du village, des assassins sont venus les uns après les autres. C'est le maître du clan Kagamore et les hommes de Jin qui ont sauvé sa vie à chaque fois. Ils l'ont aidé même quand il n'en avait pas besoin, et c'est pourquoi elle leur fait confiance. Ailleurs, un groupe de personnes inconnues observe depuis l'ombre. Ils voient que les deux jumeaux sont maintenant à l'intérieur du manoir Kagamore, et ils voient cela comme une opportunité en or. Jin est blessé, la mobilité de Gabi est limitée à cause de sa blessure à la jambe, et le maître est absent. L'un des hommes dit qu'il devrait s'emparer des deux jumeaux immédiatement. Une femme émet une inquiétude quant aux compétences de Jin et de ses démons. Un autre gars s'inquiète pour Asa, mais on lui rappelle qu'il fait nuit, ils n'ont pas à s'inquiéter pour elle car elle est plus faible maintenant que pendant la journée. Quant à Yuru, il décide que ce n'est pas grave si sa vie prend fin maintenant. Car la seule chose dont ils ont besoin, c'est de la tête de la fille. Juste alors, Left et Reg sentent un danger, et ils regardent par la fenêtre. Une paire de démons s'écrase dans le bâtiment, et les dégâts sont immenses. À proximité, Gabi est réveillée par son démon, et elle se demande ce qui se passe. Elle voit des démons qu'elle ne reconnaît pas à sa porte, mais il est clair qu'elle est excitée à l'idée d'un combat. De retour avec les autres, ils courent tous suite à l'attaque mystérieuse. Yuru accuse Jin de mentir car il l'a en fait conduit dans un piège. Jin le nie rapidement et explique que ces démons ne sont pas des Kagamore.
Il n'a jamais vu ces démons auparavant, ce qui signifie que des étrangers ont pénétré dans le manoir. Left se demande s'il devrait les vaincre, et Jin dit qu'il aimerait idéalement capturer leur maître. Raigt fait remarquer que trouver une seule personne dans un manoir aussi grand ne va pas être facile. Le docteur intervient et dit que s'ils éliminent quelqu'un, ils devraient s'assurer que le travail est bien fait, ils devraient s'assurer que leurs vies sont terminées car elles ne voudraient pas avoir à les soigner. Yuru se demande alors ce qu'il advient des démons quand leur maître meurt. Haru explique que s'ils ne sont pas transférés à un nouveau maître au préalable, ils deviennent des démons errants. Ils sont liés à un lieu comme des fantômes, et si aucun nouveau contractant ne vient jamais pour eux, ils finissent par disparaître après des décennies ou des siècles. C'est pourquoi les démons donnent généralement la priorité à la protection de leur maître. Yuru trouve que cela semble difficile, et il décide qu'il n'essaiera pas de tuer le maître de l'intrus. Haru trouve vraiment que Yuru est fou car son plan était de les éliminer. Yuru demande alors si le démon de Jin a des arcs et des flèches. Jin se tourne vers Makoto et lui fait produire tout un assortiment d'armes. Yuru est choqué car il n'en a même jamais utilisé aucune. Le temps presse, alors il choisit simplement celle qui lui semble convenable. Le démon s'approche rapidement, et Nero tire sa flèche. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.